déportation, non monsieur. Allez, je me casse. Eh bien cassez-vous, parce que c'est raciste de parler de déportation. Auschwitz, ça vous dit quelque chose? Auschwitz, ça vous dit quelque chose? Ah oui, les Noirs ont été massacrés, 6 millions de morts, c'est vous? Pardon, les Africains? 6 millions de morts, 6 millions de gens. Ah oui, qui ont été dans les camps de concentration, dans les chambres à gaz. Est-ce que vous avez vu ces images de Claude Siard dans un échange de cris avec un suprémaciste sémite? On regarde ça pour se mettre dans le contexte et on en parle après. Je suis un Guadeloupéen, je suis un Afro-Caribéen de la Guadeloupe. Mes ancêtres ont été déportés d'Afrique. Ils ont été déportés pour être esclaves sur leur terre d'infortune. Et enfant, ma mère a toujours eu on avait une proximité avec la communauté juive parce que nous avions subi les affres de l'histoire et les génocides. Et aujourd'hui, d'entendre des franco-israéliens ou en tout cas des francophones qui appartiennent à la même nation que la mienne, entendre des personnes de confession juive, puisque deux de vos intervenants portent une kippa, de les entendre parler de déportation me gêne terriblement. Je ne comprends pas. Non, mais attendez, arrêtez, c'est pas le terme. Non. Il y a des mots qui ne sont pas acceptables. Moi, je n'accepte pas. Je ne vous ai pas Sachez, monsieur, que le terme de déportation, chez nous, ça a un ressenti particulier. Parce que vous considérez qu'Auschwitz, c'est la même chose. Les Africains n'ont pas été déportés. Vous considérez qu'Auschwitz... Non, monsieur. La déportation, non, monsieur. Je me casse. Eh bien, cassez-vous, parce que c'est raciste de parler de déportation. Auschwitz, ça vous dit quelque chose? Ah oui, les Noirs ont été massacrés, 6 millions de morts, c'est vous? Pardon, les Africains? 6 millions de morts, 6 millions de gens. Ah oui, qui ont été dans les camps de concentration, dans les chambres à gaz. Eh bien, ça n'a rien à voir, monsieur. On ne mélange pas la tout. Non, monsieur. Donc, comparaison n'est pas raison. On n'utilise pas les termes de déportation comme ça. Je ne vous laisse pas parler. Vous voulez partir si vous voulez. Mais vous n'utilisez pas le terme de déportation de cette matière-là. Alors, non, monsieur. Le terme de déportation, il correspond. On se calme, messieurs, s'il vous plaît. Les Juifs ont été déportés dans des trains et nous dans des cales de bateaux. Ah oui. Oh, n'ayez pas honte de ce que vous avez vu, hein. Pas du tout. Vous devez savoir que la victimisation est une puissante arme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les Noirs se victimisent. Ils veulent qu'on encaisse toutes les souffrances en silence, qu'on n'en parle jamais. Dès qu'on parle, vous verrez une foule de personnes critiquer, dire oui, on se plaint trop, on est des ouin-ouin. Ils aiment bien utiliser cette expression-là. Et il y en a plein d'autres. Le pire dans ce genre d'affaires, c'est qu'il y a d'autres Noirs qui viendront nous dire que oui, on devra arrêter de se plaindre et blablabla, on doit encaisser des trucs, on doit arrêter de se victimiser et j'en passe. Vous connaissez les mots, on a tous vécu ça. Pensez-vous que ces mêmes qui nous reprochent de nous plaindre ou encore qui nous reprochent de nous victimiser peuvent faire ce genre de reproches aux victimes de la Shoah par exemple? Non, bien au contraire. À ceux-là, ils diront oui, ils ont raison, ils ont souffert. On doit être respectueux de leur mémoire et j'en passe. Pourtant, au même moment où les Juifs étaient déportés, les Noirs étaient aussi déportés. Les Noirs l'ont été bien avant et ont continué de l'être bien après. D'ailleurs, quelle est la différence entre ce que les Allemands ont fait en Namibie et ce que les Allemands ont fait en Europe durant la Seconde Guerre mondiale? Aucune. Alors la question c'est pourquoi est-ce que nous, on n'a pas le droit de se plaindre? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de demander réparation? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de demander, d'exiger le respect de notre mémoire et de la mémoire de nos ancêtres qui ont souffert? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Pourquoi on commence donc tous à utiliser systématiquement cette tactique de victimisation? Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la victimisation est une puissante arme de combat et surtout dans le combat quotidien que nous devons mener. Revenons pour cela à cet échange avec Claude Siard. C'est la même chose. Les Africains n'ont pas été déportés. Vous considérez que les Africains n'ont pas été déportés. Non, monsieur. Personnellement, je trouve qu'il a gardé son calme. Il a été très professionnel, c'est dommage. Moi, j'aurais fondu en larmes. J'aurais dit comment est-ce qu'il ose remettre en doute la souffrance de nos ancêtres, notre souffrance. J'aurais sangloté quand il a dit que les Noirs n'ont pas été déportés, alors que Claude Siard lui-même est un Guadeloupéen. C'est-à-dire qu'il vient des Antilles, mince. Que j'aurais porté plainte juste après l'émission et j'aurais documenté en vidéo la procédure que j'aurais mis en place.
J'aurais parlé de cette affaire chaque jour pendant des mois sur mes réseaux. J'aurais appelé la communauté noire de France à demander qu'on le punisse, qu'on mette une pression populaire sur lui pour qu'il retire ses mots. Dans mes émissions, j'allais demander aux invités ou aux participants de se positionner sur les propos monstrueux de ce monsieur qui ose dire que les Noirs n'ont pas été déportés. Et la personne qui allait s'abstenir de répondre, gare à lui. Parce que j'allais faire comprendre que c'est un négationniste, un révisionniste. J'en aurais fait toute une histoire. Je trouve qu'il a été trop calme dans cette affaire. Et vous devez comprendre que je ne fais pas ça par sentiment de victimisation. Intégrons ça dans nos esprits. On ne le fait pas par sentiment de victimisation. C'est le bon sens et par devoir de mémoire. On ne peut pas dire une telle chose sur nous, sur nos ancêtres. On ne peut pas cracher ainsi sur notre mémoire. Et nous, on ne se défend pas. Ou quand on se défend, on dit qu'on se victimise. Jusqu'à certains d'entre nous acceptent et arrêtent. C'est ridicule. Ce n'est pas à l'agresseur de définir comment est-ce que tu dois réagir à ton agression. On n'a pas besoin que la personne qui nous ait fait du mal prenne conscience qu'elle nous ait fait du mal. La seule personne qui a besoin de le savoir, c'est toi. Même si toute la terre entière te dit que tu te trompes, même si toute la terre entière te dit que tu n'es pas légitime et que toi tu ressens quelque chose, tu l'es. C'est toi qui places le curseur. Personne ne le fait à ta place. Imaginez la scène. Je marche dans la rue et on m'agresse. Je me défends de mon agresseur et l'agresseur s'arrête et dit mais je me victimise, que ce n'est pas normal, que je dois me laisser faire. C'est ridicule, n'est-ce pas? Mais sachez que quand vous ne faites rien, quand vous ne faites pas de scandale à chaque fois que vous vous trouvez face à ce genre d'agresseur, c'est l'agresseur qui gagne. Vu que eux, à chaque fois qu'ils se retrouvent à des personnes qui nient leur souffrance, ils en font tout un plat. Ils en font toute une affaire. Kanye West a perdu combien de centaines de millions? Donc, pourquoi est-ce que ça doit aller dans un seul sens? Et maintenant, un autre point aussi à intégrer. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'ils cachent les choses? Genre en règle générale. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on en parle, par exemple, qu'on parle de toutes les discriminations et autres? Pourquoi est-ce qu'ils cachent à leur population les différents massacres qu'ils ont faits? Toute la sauvagerie qui a été utilisée dans tous les crimes contre notre humanité. Pourquoi toutes ces exactions contre nous au quotidien sont cachées, masquées, niées et j'en passe? À votre avis, c'est pourquoi? La réponse est simple, c'est parce qu'ils ont honte. C'est la honte. Je n'ai pas dit qu'ils se sentent coupables. Ils sont coupables dans leur tête. En revanche, ils ne se sentent pas coupables. En revanche, ils ont très honte puisqu'ils savent que c'est moralement répréhensible. Ils le savent. C'est un peu comme un jeune homme qui va se branler et il va se cacher par honte. Mais ça ne veut pas dire qu'il regrette. Mais il a juste honte. C'est pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que vous en parliez. Donc pour eux, c'est mieux de vous taire sur ces sujets parce que quand vous vous taisez, ça arrange leur tranquillité d'esprit. En fait, c'est ça le truc. Et quand vous commencez à parler, à contrario, ça dérange leur tranquillité d'esprit. Ça, c'est réel. Ça, c'est aussi une envie de confort. C'est-à-dire que ton interlocuteur, dans sa toute puissance, hein, dans sa grande impunité, ce qu'il demande, tu vois, à l'oppressé, c'est de lui raconter son oppression et sa souffrance, mais vraiment en des termes qu'il puisse entendre, c'est-à-dire, à savoir avec la douceur, l'amour et la gentillesse et la tendresse nécessaires. Mais c'est pas un degré d'insolence incroyable, ça. Et comme nous ne sommes pas là pour les caresser dans le sens du poil, mais pour les mettre face à leurs responsabilités, eh bien, on parle. Parlons-en en permanence. Dès que l'occasion s'en présente, il ne faut pas laisser passer une seule remarque, une seule occasion de déposer une plainte ou encore de faire appel ou de faire un boycott. Jamais. Je vais être très clair. Médiatiquement, on doit se victimiser. Tout le temps, chaque seconde, on doit pleurer. Dès qu'une personne nous dit quelque chose qui ressemble seulement à de la discrimination, on se roule au sol, on sort les téléphones, on filme. C'est-à-dire qu'ils ont par exemple ce qu'on appelle la loi Goodwin pour signaler une référence à la Shoah dans le but de gagner un débat sur Internet. On doit créer pour nous, on va appeler ça, je ne sais pas, le point d'Abla qui sera utilisé dans le but de discréditer une personne ou encore de gagner un débat. Même chose. La loi d'Abla. On invente ça, on met ça sur pied, on pousse ça. C'est tout. Il y a une fille qui disait sur TikTok que dans une situation où une femme noire est face à une femme blanche et il y a une dispute, c'est la première personne qui pleure qui a raison. Effectivement, moi, en tant que femme noire, je ne peux absolument rien contre les armes d'une femme blanche au bureau. Sachez-le tout de suite, hein. Mais go, si vous êtes une femme noire et qu'il y a une femme blanche qui pleure à côté, c'est cuit pour vous. Mais pleurer en tant que femme en premier devant un homme, en cercle restreint,
Ça vous donne déjà une chance. Hors de question de laisser Nathalie pleurer en premier. Ah non, ma chérie, c'est moi qui allais pleurer. Et puis j'ai bien pleuré. Je sais même pas où les larmes sont sorties, la morgue. J'ai regardé Didier, j'étais en mode non, mais tu comprends ce que je veux dire, la pression. J'en ai profité. Puis les 4 jours restants, Nathalie ne m'a pas du tout adressé la parole. Et moi non plus. Et ça s'est très bien passé. Femme noire, je sais que vos larmes comptent s'il y a un homme en face. Mais utilisez en premier avant que Nathalie le fasse. Parce que si Nathalie le fait, c'est cuit pour vous. J'ai aussi compris ça avec les affaires de porter plainte là. La personne peut avoir tort, c'est le salaud de l'affaire. Mais parce que la personne a porté plainte, c'est vous qui êtes en comparution. Parce que c'est elle qui a appelé la police, c'est vous qu'on arrête. C'est vous qui dormez au commissariat. Et il ne faut jamais qu'on oublie cette leçon. Systématiquement, quand ils peuvent, ils appellent les autorités. Nous, on doit faire la même chose. Et à chaque fois qu'on appelle, on filme. Parce que ça doit être documenté. Parce que nous, on est là, on veut montrer les forts, on veut montrer qu'on n'a pas besoin de la loi pour gérer nos problèmes. Alors qu'en face, il y a des gens hypocrites qui font les faibles et c'est vous qui finissez sanctionnés. Prenons le cas de l'affaire Marvel Fitness. Pour ceux qui ne savent pas, globalement, je brosse l'affaire. En gros, c'était un combat entre 2 youtubeurs, Marvel Fitness et une autre là qui s'appelle Aline Dessine. Et puis, il y avait eu des cas de harcèlement et j'en passe. C'était devenu flou à un moment donné. Mais tout ce que le public a vu, c'est un costaud gaillard noir contre une jeune fille blanche blonde. Qui a pleuré en premier à votre avis? Et qui est allé en prison à votre avis? Donc voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pleurez. Et maintenant que je sois aussi précis, parce qu'il y a certaines personnes qui mélangent tout, je ne suis pas en train de dire que vous ne devez faire que la victimisation. Ce n'est qu'une arme et il y en a plusieurs. D'ailleurs, cette technique de victimisation marche encore mieux quand c'est accompagné d'une force économique, d'une force politique et d'un lobbying global, un peu comme ce que les sémites font. Donc, cherchons à travailler en commun, à travailler en communauté, on achète dans la communauté, à soutenir les entreprises et les entrepreneurs de la communauté. Et quand on insulte un membre de la communauté, là, voilà, nous tous, on fait front contre l'agresseur. Par exemple, aucun d'entre nous n'ira plus acheter chez celui qui a insulté un des nôtres. La personne sera questionnée dans nos médias et on va parler de l'affaire. Et quand on fera ça, encore et encore et encore, à un moment donné, ils seront sous pression. Quand on rendra visible leurs actions racistes quotidiennes, vous verrez comment ils vont se calmer. Et ils vont se calmer parce qu'ils savent que c'est mal. Ils savent que l'opinion populaire va les juger. Et ils auront honte. C'est pour ça que quand ils veulent faire leurs actes-là, ils utilisent des prétextes où ils se cachent. Ils vont être derrière leur clavier sur Internet, etc., etc. Mais ils vont se cacher, toujours trouver des raisons. Ils ne le diront jamais ouvertement parce qu'ils savent que c'est mal. Même les policiers, quand on les filme, vous voyez comment ils se calment. Donc imaginez bien les gens lambda du quotidien qui ne portent pas d'armes sur eux. Et à qui on peut poser des questions sur leur véritable obédience. À ce niveau, ils pourraient même perdre leur boulot, ils pourraient perdre leur carrière, etc., etc. Donc quand ils voient ces enjeux, ils se calment. Maintenant, on va un peu faire la géopolitique de la victimisation et vous allez comprendre comment est-ce que certains utilisent ça pour pouvoir justifier leur impérialisme. La victimisation, vous le savez, je le dis depuis le début, est une arme d'hégémonie et de domination. Dans le domaine des relations internationales et de la politique, la victimisation est exploitée de manière stratégique et il y a plein de raisons à cela. Déjà, la légitimation de l'autorité morale. En se présentant comme la victime, un groupe ou un État peut légitimer ses actions et sa position en obtenant le soutien international et en diabolisant ses opposants. Ça permet donc automatiquement de faire quoi? De créer une sorte d'asymétrie morale où la partie qui se présente comme victime peut attirer la sympathie et l'appui de tous les autres acteurs internationaux. Ensuite, on a l'obtention de concessions politiques ou économiques. Les victimes peuvent utiliser leur statut pour pouvoir obtenir des compensations économiques, territoriales ou encore politiques. On voit ça dans plein de cas de figure. Après des conflits ou encore des violations des droits, les États ou les groupes se présentant comme des victimes peuvent négocier des accords favorables sous prétexte de réparation ou encore de justice. Et on parle d'un autre cas de figure, c'est l'instrumentalisation de la mémoire collective. La victimisation est utilisée pour renforcer l'unité nationale ou régionale en mobilisant la mémoire collective autour d'un événement traumatisant. Ça sert à justifier des politiques internes assez strictes ou encore des actions militaires extérieures au nom de la sécurité nationale ou encore de la défense des intérêts supérieurs de la nation. Ça aussi, on l'a déjà entendu. Après, on peut aussi utiliser cette arme pour détourner l'attention de ses propres violations. En se concentrant sur leur propre statut de victime, les acteurs politiques peuvent détourner l'attention des violations des droits ou encore des actions controversées qu'ils ont eux-mêmes pu commettre. Cela permet de manipuler l'opinion publique, encore une fois, et l'opinion internationale en présentant les actions de leurs adversaires comme
disproportionnée ou injustifiée. Et enfin, on a la création d'une dynamique de pouvoir. La victimisation est également utilisée pour pouvoir renverser les rôles dans une situation de pouvoir, en faisant passer la victime pour un acteur vertueux, gentil et justifié dans ses réponses, même si c'est disproportionné, tandis que l'agresseur est dépeint comme immoral et injuste. Cette inversion peut donc conduire à une domination psychologique et politique sur le long terme. Donc, je résume. La victimisation comme arme d'hégémonie et de domination pour pouvoir exploiter les émotions collectives. L'histoire et la morale pour pouvoir influencer les perceptions internationales et obtenir des avantages stratégiques. Comprenez donc que c'est une stratégie qui a des ramifications profondes dans les relations internationales et dans la politique globale en réalité. La Shoah est un exemple central de la mémoire collective juive et occidentale. La Shoah est l'un des crimes contre l'humanité les plus documentés et enseignés dans le monde. Après la Seconde Guerre mondiale, elle a été largement mise en avant dans les discours politiques et éducatifs, notamment en Occident. Cette reconnaissance s'est accompagnée de réparations et d'une forte mise en garde contre l'antisémitisme, n'est-ce pas? Cependant, certains groupes, notamment parmi les sionistes radicaux ou encore certains suprémacistes juifs, sont en train d'utiliser cette mémoire de manière stratégique pour pouvoir servir leurs intérêts. On utilise maintenant cet événement pour pouvoir justifier la création de l'État d'Israël en 1948 et certaines politiques sécuritaires agressives, en insistant sur la nécessité pour le peuple juif d'avoir un État fort et protégé à tout prix. Cela maintenant sert d'argument pour justifier des actes militaires, des occupations ou encore des discriminations envers les Palestiniens. On connaît tous des accusations d'antisémitisme qui sont souvent utilisées pour pouvoir étouffer des critiques contre Israël. Même quand ces critiques sont portées sur des actions politiques et non sur l'identité juive en elle-même. Maintenant, quand tu dénonces certaines politiques israéliennes, ils arrivent dans les médias à assimiler ça à un déni de la Shoah ou encore à un discours haineux. Ce qui empêche tout débat objectif. La gauche française en a fait les frais. D'ailleurs, dans une récente vidéo de Jean-Luc Mélenchon, il s'en plaignait. Le groupe Insoumis avait dit que, voyant l'action armée qui avait eu lieu, voyant les répliques qui se préparaient, il n'y avait qu'une seule position à tenir, celle du droit international. Mais dorénavant, nous avons découvert que toute critique du gouvernement de M. Netanyahou est immédiatement interprétée comme un acte d'antisémitisme, ce qui est un détournement absolu de la réalité. Et cela, nous l'avons supporté pendant 1 an et 4 mois, sur tous les tons, avec tous les moyens qui étaient disponibles pour nous insulter, nous accabler, nous pourchasser, nous menacer. Et nous n'avons pas cédé. Et maintenant, 1 an et 4 mois après, nous continuons à dire les mêmes choses. Et à travers ce comportement, donc, on voit la mémoire officielle de la Shoah complètement mépriser d'autres génocides, comme celui des peuples autochtones d'Amérique, celui des Noirs, prenons un cas particulier, celui des Herero en Namibie, une épuration ethnique qui a été faite par l'Allemagne coloniale. Vous avez écouté la vidéo du type qui cause avec Claudie Siard nier la déportation des Africains. Il l'a nié. Parce que pour lui, c'est une réservation exclusive du peuple juif. Or, le kidnapping et l'esclavage des Noirs qui a duré plusieurs siècles et causé des centaines de millions de morts est rarement reconnu comme un crime contre l'humanité, au même titre que la Shoah le serait. Dans un entretien, il y a une femme qui disait même à Emmanuel Macron que les Sémites ont mis une sorte de droit d'auteur sur l'expression crime contre l'humanité. Genre que ça ne les concerne qu'eux et personne d'autre. Ce qui pose problème, c'est le terme qui est un copyright, crime contre l'humanité. Voilà, il y a un monopole. Ouais. Donc ça, c'est... Ça, je peux avoir le débat avec eux, je suis totalement... Voilà. Totalement... Vous allez avoir le débat avec eux. C'est marrant, parce que Raïm, lui, ne pense pas qu'il y a un copyright sur ce sujet. Mais je pense que c'est générationnel. Mais en tout cas, il y a un problème sur l'expression crime contre l'humanité qui, pour beaucoup de gens dans la communauté juive, ne peut être définie que par rapport à la Shoah. Donc, on va observer comme ça une tendance à minimiser ou alors à ignorer les souffrances des autres peuples pour pouvoir maintenir un monopole sur le statut de victime ultime. Alors que même quand les Juifs ont été principalement la cible du génocide nazi, d'autres groupes au même moment étaient persécutés et exterminés par ce même régime, comme les Slaves, les handicapés, les communistes et les Noirs. Mais pourtant, la reconnaissance de ces victimes est ignorée par rapport à celle des Juifs. Pourquoi? Alors qu'il y a des historiens et des militants africains qui demandent depuis longtemps les réparations de l'esclavage et de la colonisation, que ce soit reconnu comme un crime contre l'humanité.
Le sujet est volontairement relégué au second plan des débats internationaux, contrairement par exemple aux réparations versées après la Shoah. Même chose pour la colonisation ou l'esclavage colonial, je préfère formuler ça comme ça. Ces violences ne bénéficient pas du même niveau de reconnaissance et de commémoration que la Shoah, malgré des millions de morts et des souffrances indescriptibles. Souffrances qui durent encore jusqu'à présent. À titre d'exemple, la construction de 600 km de chemin de fer au Congo-Océan a tué 900 000 Congolais. 900 000. Et ça, ce sont les chiffres officiels. Ça veut dire que les chiffres réels sont même peut-être de 3 millions de morts pour seulement 600 km de rails. Imaginez l'ampleur du massacre si on prend en considération tous les autres chantiers. C'est-à-dire que la mémoire des crimes contre les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, déjà pour légitimer certaines actions politiques, empêcher certaines critiques et occulter les traces historiques. Le phénomène ne signifie pas que la Shoah ne fut pas un crime terrible ou extrêmement violent, mais que son utilisation dans certains discours vise à établir une sorte de hiérarchie des souffrances et à imposer une vision du monde où certains peuples seraient les seules véritables victimes de l'histoire. On a tous vu comment est-ce qu'on a traité Dieudonné. Alors que le problème de Dieudonné, c'est que si on peut rire d'un cas de figure, pourquoi on ne peut pas rire d'un autre cas de figure? Pourquoi on sacralise un et on permet l'autre? Et depuis le début de sa carrière, il le dit, il le fait comprendre. Donc maintenant, si on adopte une perspective panafricaine, l'histoire des Noirs, marquée par d'incommensurables souffrances, peut être utilisée pour obtenir déjà les réparations et ensuite imposer le respect sur la scène internationale et favoriser un développement autonome des nations africaines et des populations noires à travers le monde. Vous savez qu'une partie de mon boulot consiste à proposer des solutions, n'est-ce pas? Donc pas seulement de soulever les problèmes. Comment donc on peut se servir de la victimisation pour se libérer? Déjà, la base, c'est avoir de l'argent, obtenir des compensations financières et institutionnelles en s'appuyant sur le droit international et en prenant l'histoire et la mobilisation des gens de la diaspora comme soutien. On doit exploiter les précédents juridiques internationaux sur ce genre de sujet. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a versé des milliards de dollars à Israël et aux survivants juifs. Ce précédent doit être utilisé pour que nous aussi on puisse argumenter et exiger des réparations suite à l'esclavage et la colonisation. C'est cet argent qui a été versé à Israël et versé aux survivants juifs qui a permis à ces gars de forger une économie internationale. C'est comme ça, n'est-ce pas? Nous aussi on a besoin de cet argent-là pour créer des entreprises, pour créer nos lobbying. Aussi simple que ça. On a vu les excuses et les compensations britanniques au Kenya pour la répression sanglante de la révolte Mao Mao. Le fait que les pays européens ont récemment admis la colonisation et l'esclavage doit être utilisé, doit être transformé même d'ailleurs en engagement financier concret. Il ne suffit pas de l'admettre pour que le mal soit réparé. Il faut le réparer. Maintenant, comme ils l'ont admis, on a un moyen de pression. On peut déposer des plaintes. Déposer des plaintes internationales contre les anciennes puissances esclavagistes et coloniales auprès de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale. Puis on rend tous ces procès publics. Toutes ces affaires-là doivent être médiatisées pour éviter que ces deux institutions ne nous la jouent à l'envers. Pour appuyer tout ça, on va devoir créer un lobbying juridique panafricain pour pouvoir accompagner cette démarche et pousser à l'adoption de lois de réparation, à l'image du mouvement noir aux États-Unis. Exiger maintenant la restitution des biens culturels pillés, car la mémoire et l'identité sont des armes dans la reconquête du respect et du pouvoir. Les Africains en Afrique et de la diaspora doivent cesser d'adopter une posture de soumission et utiliser leur poids démographique, économique et stratégique pour pouvoir imposer le respect. Je dis bien imposer. Valoriser l'histoire africaine dans les médias, les cinémas, la culture populaire, imposer une image de puissance. C'est ce que l'on doit faire. Et donc soutenir tous ceux qui font dans ça. Peu importe les moyens que nous avons. Créer des institutions africaines fortes, genre universités, think tanks, médias internationaux, pour pouvoir orienter maintenant le récit et influencer l'opinion publique mondiale. Les Africains et leur diaspora disposent de tout ce qu'il faut. Nous avons les gens, les talents, les connaissances, on a les compétences, les ressources pour pouvoir organiser de telles contre-attaques. On a tout ce qu'il faut. Là maintenant, on doit juste le faire en réalité. Sinon, on a tout ce qu'il faut. On a des génies incommensurables parmi nos rangs. Dans la diaspora, les gars qui ont toutes les compétences pour mettre ça en place sont pléthores. Et après ça, quand nos pays seront dirigés par des... Quand nos pays seront correctement dirigés, c'est mieux que je formule ça comme ça, on pourra maintenant exploiter la pleine force du bloc africain dans la diplomatie internationale, l'économie et la géopolitique pour pouvoir alors atteindre un autre niveau de réparation.
Donc, loin d'être un simple récit de souffrance, l'histoire des Noirs doit être un outil de revendication et de puissance. L'objectif est d'utiliser cette mémoire pour pouvoir revendiquer des réparations, gagner le respect international et se libérer des chaînes du néocolonialisme tout en développant des nations africaines prospères et autonomes. L'histoire n'est pas simplement un fardeau, c'est aussi une arme. Il est temps de l'utiliser, sans aucune honte ni aucune retenue. Oh,